Le grésillement des steaks sur le grill était fort, mais pas assez pour couvrir la voix de mon père qui fendit l'air comme une lame. « Et, Chloé » lança-t-il, un ricanement sur le visage qui me disait que les ennuis arrivaient. « Tu es assez grande pour payer un loyer ou dégager. Ce n'est pas une œuvre de charité. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Le rire qui suivit n'était pas seulement le sien. Il venait de ma belle-mère, Corinne, et de mon jeune demi-frère, Théo, qui se pencha en arrière sur sa chaise, décapsulant une autre bière comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de la soirée. Mes mains se resserrèrent autour de l'assiette que je tenais, les bords en carton se froissant sous ma poigne. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le moment. Il l'a dit devant toute la famille pendant que les voisins se mêlaient dans le jardin, prétendant ne pas entendre. Il voulait qu'ils entendent. Il voulait que je sois humilié. Je posai lentement l'assiette sur la table de pique-nique, me forçant à garder une voix stable. « Tu prends la moitié de mon salaire depuis des années, papa. J'ai payé les factures. » Son visage se tordit en ce faux haussement d'épaule exagéré qu'il utilisait pour se moquer de moi. « Et alors ? C'est ça, la vie. Si ça ne te plaît pas, trouve un autre endroit où vivre. » Théo gloussa à voix basse. « Bonne chance avec ça. » L'air semblait lourd de l'odeur de viande grillée et de quelque chose de plus sombre, le dégoût, la trahison. Je pouvais sentir les regards sur moi de l'autre côté du jardin. Ils pensaient tous que je resterais silencieuse, que je pleurais peut-être plus tard dans ma chambre. Mais ça n'allait pas se passer comme ça cette fois. Je me rapprochai de lui, assez près pour que la lueur des flammes du grill illumine son ricanement. « Très bien, dis-je, ma voix basse mais tranchante. Tu veux que je parte ? Ton vœu sera exaucé. » Il rit, agitant ses pinces vers moi comme si j'étais une mouche agaçante. « Ah oui ? Et où vas-tu aller ? Retourner dans ton petit appartement qui tombait en ruine. Tu n'as pas d'économie, Chloé. » Le reste de la soirée se fondit dans un mélange tendu de sourires forcés et de commérages chuchotés. Mais dans mon esprit, des plans se mettaient déjà en place. Il ne savait pas ce que je préparais en secret depuis des mois. Il ne savait pas que je venais d'obtenir les clés de ma propre maison. Au moment où le barbecue fut terminé, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas faire traîner les choses. S'il voulait que je parte, il allait voir à quel point je pouvais être parti. Et en partant, j'emporterais plus que mes affaires. J'emporterais le confort qu'il pensait contrôler. Le lendemain matin, je chargeai le dernier carton à l'arrière de ma voiture. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais de l'excitation de savoir ce qui allait arriver. Je conduisis jusqu'à ma nouvelle demeure, une petite mais belle maison à 2 étages avec un parement blanc et un porche qui en faisait le tour. L'air sentait plus frais ici. À midi, j'avais l'acte de propriété à mon nom sur le comptoir de la cuisine. J'envoyai un message court et simple à mon père, j'ai déménagé. Les factures sont à toi maintenant. Ça ne prit pas longtemps. En moins d'1 heure, mon téléphone s'alluma avec son numéro. Je le laissai sonner. Puis un autre appel de Corinne. Je le laissai sonner aussi. À l'heure du dîner, j'entendis le bruit d'une camionnette s'arrêtant devant ma nouvelle maison. Je regardai par la fenêtre et vis mon père sortir, le visage pâle, la mâchoire serrée. Corinne le suivait, l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide. Quand je sortis sur mon porche, il s'arrêta au bas des marches. « Tu n'es pas sérieuse, dit-il, la voix basse. » Je m'appuyai contre la balustrade, les bras croisés. « Je te l'ai dit. Tu as dit de payer le loyer ou de partir. J'ai choisi de partir. Et maintenant, ma voix devint plus acérée, je vais aussi arrêter de payer tes factures. » Son visage perdit toute couleur. Les lèvres de Corinne s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. La voiture de Théo était derrière eux, et même lui semblait mal à l'aise. Pour la première fois de ma vie, je réalisais le pouvoir que je leur avais donné depuis tout ce temps. Et je savais que je ne faisais que commencer. Dès qu'ils furent partis, je restai sur mon porche et je respirais, tout simplement. Pas du soulagement. Non, pas encore.
C'était la première inspiration depuis des années qui ne me donnait pas l'impression de devoir de l'air à quelqu'un. Je ne perdis pas de temps. J'entrai, pris mon ordinateur portable, et commençai à couper tous les cordons dont il s'était nourri. Facture d'électricité supprimée de mon compte. Gaz retiré. Internet, eau, assurance auto, coupé un par un. À chaque courriel de confirmation, je sentais ma colonne vertébrale se redresser. 1 heure plus tard, mon téléphone s'alluma. Papa qui appelait. Je le laissai sonner. Corinne ensuite. Puis Théo. Je ne répondis à aucun d'eux. En fin d'après-midi, la conversation de groupe commença à exploser. Papa, ce n'est pas drôle, Chloé. Le Wi-Fi est coupé. Corinne, tu ne peux pas tout couper comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne. Théo, j'espère que tu es contente. Tu as gâché le dîner. Je tapais une seule ligne et l'envoyais, j'ai déménagé. Les factures sont votre responsabilité maintenant. S'il vous plaît, ne vous présentez pas sans y être invité. Je pensais que ce serait la fin, jusqu'à ce que je voie leur camionnette s'arrêter devant ma nouvelle demeure. Papa sortit le premier, la mâchoire serrée. Corinne le suivait, les bras croisés. Théo ne prit même pas la peine de sortir de la voiture. Papa s'arrêta au bas de la marche. Bon, assez de cette comédie. Tu as fait passer ton message. Réactive les comptes pour une semaine, le temps que nous fassions la transition. Je croisai son regard. Non. Tu as pris la moitié de mon salaire pendant des années. Tu as été clair hier soir. Tu veux que je parte? Je suis parti. Et mon argent aussi. La voix de Corinne se brisa dans un rire amer. Ouah. Froid. Non, dis-je en descendant pour les rejoindre à mi-chemin. Ce qui est froid, c'est de rire de sa propre enfant devant les voisins. Ceci, c'est chaleureux en comparaison. La bouche de papa s'ouvrit, mais rien ne sortit. Pour la première fois, je vis en lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de l'hésitation. Je remontai sur le porche. Vous vous débrouillerez, tout comme je l'ai fait. La porte cliqua derrière moi, et pour la première fois depuis des années, je réalisai que c'était enfin moi qui tenais le verrou. Le lendemain matin, je me réveillai dans un genre de silence qui n'existe pas dans la maison de mon père. Pas de piétinement de bottes, pas de télévision hurlante, pas de Corinne criant à propos d'un reçu égaré, juste le calme plat. Je fis du café dans ma petite mais lumineuse cuisine, la vapeur s'enroulant dans la lumière du soleil qui se déversait par la fenêtre. Pendant une seconde, je faillis sourire, jusqu'à ce que mon téléphone se mette à vibrer. Numéro inconnu, appelle-nous. C'est urgent. Papa, l'électricité est coupée. Il y a de la nourriture qui gâte. Corinne, nous devons parler. Si tu te soucies de cette famille, tu vas régler ça aujourd'hui. Je posai le téléphone, refusant de laisser leur chaos s'infiltrer dans ma matinée. Ils commençaient tout juste à apprendre ce que je savais depuis des années, les factures ne se paient pas par magie. À midi, on commença à frapper. 3 coups secs à ma porte d'entrée. Je vérifiai la caméra. Corinne, seule cette fois. Des lunettes de soleil cachant la moitié de son visage. J'ouvris la porte juste assez. Que veux-tu? Son sourire était forcé, cassant. Nous avons besoin de l'assurance auto à ton nom pour quelques jours de plus. Théo a un entretien. Je secouai la tête. Je l'ai déjà transféré à mon adresse. C'est ma police d'assurance. Si Théo conduit, il lui en faut une à lui. Sa mâchoire se crispa. Tu nous punis. Non, dis-je en m'appuyant contre le cadre de la porte. Je refuse d'être puni plus longtemps. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu par le calme de ma voix. Ton père est furieux. Tu sais, il est comme ça seulement parce qu'il est stressé. La fermeture du magasin. Ce magasin a fermé il y a 3 ans, l'interrompis-je. Il a eu 3 ans pour arrêter de s'appuyer sur moi comme sur une béquille. Pendant un instant, le masque tomba. Ses yeux se durcirent. Tu le regretteras. Plutôt que tu ne le penses. Je fermai la porte sans répondre. Cette nuit-là, alors que je déballais des cartons dans mon nouveau salon, mon téléphone s'alluma à nouveau. Cette fois, avec un courriel de ma banque.
Tentative de connexion suspecte détectée. Mon estomac se noie. Je me connectais. Plusieurs tentatives de mots de passe échouées, puis autre chose, une carte de crédit d'un grand magasin que je n'avais jamais ouverte, enregistrée à mon nom avec une adresse qui n'était pas la mienne. Il ne fallut pas longtemps pour faire le lien. Mon sac à main avait disparu dans l'ancienne maison il y a 1 an, pour ne réapparaître que 2 jours plus tard sans qu'il ne manque rien. Du moins, c'est ce que je pensais. Théo. J'imprimais chaque courriel, chaque relevé, et les glissais dans un dossier intitulé « Limite » en grosses lettres noires. Je ne me protégeais plus seulement moi-même. Je constituais un dossier. À minuit, un autre texto de Théo arriva, « Tu te crois meilleur que nous maintenant? Surveille ta boîte aux lettres. » Je fixais l'écran, la colère dans ma poitrine s'aiguisant en quelque chose de plus froid, de plus stable. Il ne perdait pas seulement mon argent, il perdait leur emprise. Et plus il s'en rendait compte, plus la situation allait devenir sordide. Les 2 jours suivants furent calmes. Trop calmes. Pas de coup à la porte, pas d'appel, juste le texto occasionnel de Théo suintant le sarcasme ou les menaces voilées. Je gardais mes réponses courtes, toujours par écrit, prudentes, comme me l'avait conseillé mon avocat. Chaque mot, chaque date, chaque tentative qu'il faisait pour me ramener, je le sauvegardais. Au 3e matin, le silence fut rompu. Mon téléphone vibra sans arrêt pendant que je sirotais un café au comptoir de ma cuisine. Des captures d'écran d'amis et de voisins commencèrent à affluer. Des publications Facebook de Corinne, écrites sur ce ton apitoyé qu'elle avait perfectionné, certaines personnes pensent qu'elles peuvent simplement tourner le dos à leur famille. Après tout ce que nous avons fait, elles nous laissent dans le noir. Littéralement. Les commentaires étaient prévisibles. Des amis communs offrant leur sympathie, des parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années demandant ce qui s'était passé. Et bien sûr, sa tactique favorite, omettre juste assez de détails pour que le méchant puisse être n'importe qui. Mais le plus révélateur? Aucun d'entre eux ne m'a identifié. Aucun n'a dit mon nom. Ils voulaient peindre le tableau sans me donner de pinceau. Je ne mordis pas à l'hameçon. Au lieu de cela, j'appelai à nouveau la compagnie d'électricité, la compagnie des eaux et le fournisseur d'accès à Internet pour confirmer que chaque compte avait été transféré à leur nom. Je ne leur laissai pas le moindre levier. À midi, ma sonnette retentit. L'image de la caméra me fit serrer la mâchoire. Papa cette fois, seul, les mains enfoncées profondément dans les poches de sa veste. J'ouvris la porte, mais restai derrière le seuil. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix était plus calme que je ne l'avais prévu, mais la tension était toujours là. Nous avons un problème. La mensualité du prêt immobilier est due et sans ton virement. Pas mon problème, dis-je avant qu'il ne puisse finir. Ses yeux se plissèrent. Est-ce que tu t'entends? Tu fais partie de ce foyer depuis des années. Tu ne te dérobes pas à tes responsabilités du jour au lendemain. Je ris, un vrai rire, sec et sans humour. Tu veux dire les responsabilités que tu m'as refilées à la seconde où j'ai commencé à travailler? Celles sur lesquelles tu n'as jamais posé de questions, que tu as juste prises. Il s'approcha. Tu penses que ce nouvel endroit te rend meilleur que nous? Que tu peux juste te cacher ici pendant que nous nous noyons? Je soutins son regard sans ciller. Je ne me cache pas, papa. J'ai juste fini d'être ta bouée de sauvetage. Sa mâchoire se contracta comme s'il mâchait une douzaine de menaces non dites. Puis il se tourna pour partir, mais pas avant de lancer un dernier coup par-dessus son épaule. Tu vas le regretter quand tu reviendras en rampant. Je fermai la porte lentement, savourant presque le clic de la serrure. Revenir en rampant n'était plus dans mon vocabulaire. Cette nuit-là, alors que le soleil déclinait et que l'air se rafraîchissait, je vis leur situation s'effondrer en temps réel. Une voisine de mon ancienne rue m'appela, la voix basse comme si nous partagions un secret. Ils étaient dehors dans l'allée à se disputer bruyamment. Quelque chose à propos du compte en banque qui était à découvert. Corinne criait qu'elle ne pouvait pas faire les courses, et ton père n'arrêtait pas de dire « c'est ta faute ». Je la remerciai, raccrochai, et restai assise là un long moment. Il le sentait maintenant. Le poids que j'avais porté seul pendant des années, qui pesait sur eux pour la première fois. Le lendemain, je décidai de faire comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de mon départ. Il s'agissait de récupérer chaque parcelle de contrôle qu'il m'avait volée. J'allais à la banque, rencontrer un directeur,
et fermé le dernier compte joint auquel ils avaient encore accès. En partant, le dossier dans mon sac me parut plus lourd, plus épais, plus complet. Ce soir-là, un texto de Corinne arriva, « Tu as fait passer ton message. On a compris. Aide-nous juste pour ce mois-ci, s'il te plaît. On se débrouillera après. » Je ne répondis pas. 2 heures plus tard, une publication publique apparut sur son profil, « C'est drôle comme les gens changent quand ils pensent ne plus avoir besoin de vous. Mais la vie a une façon d'humilier tout le monde. » Pour une fois, elle avait raison. La vie a bien une façon d'humilier tout le monde, et leur humiliation ne faisait que commencer. C'est un samedi matin que l'occasion parfaite me tomba dessus. Je sirotais mon café, parcourant mes courriels, quand un de la société de prêt immobilier pour l'adresse de mon père apparut. L'objet disait « Urgent, solde impayé et avis de vente aux enchères publiques ». Au début, je pensais que c'était une erreur. Je n'y avais pas vécu depuis des semaines, et j'avais déjà retiré mon nom de tout ce qui était lié à cette maison. Mais en l'ouvrant, je réalisais que la banque devait encore m'avoir comme contact d'urgence depuis des années. La lettre était directe, 2 mensualités manquées, aucun arrangement pris, date de la vente aux enchères fixée dans 30 jours. Je restais assise là, à fixer l'écran. C'était ça. Le moment où l'univers me donnait la preuve, noir sur blanc, que toute leur bruyante confiance n'était que de la fumée. Avant, je me serais précipité, j'aurais essayé de réparer ça. J'aurais vidé mon compte à nouveau pour les sauver. Maintenant, j'appuyais sur imprimer. Puis je glissais le papier dans mon dossier, limite. À midi, j'entendis l'inévitable, les coups sourds à ma porte. Cette fois, ils étaient tous les 3 sur le porche. Papa le visage rouge, Corinne les lèvres pincées, Théo ricanant comme un gamin qui pense qu'il va gagner une partie. Je sortis, fermant la porte derrière moi. Papa ne perdit pas de temps. Tu as vu la vie. On ne peut pas perdre la maison, Chloé. Tu vas aider à régler ça. Je croisai les bras. Non, je ne le ferai pas. Tu fais encore partie de la famille. Cria-t-il, assez fort pour que les voisins d'en face jettent un coup d'œil. Je ne baissai pas la voix. La famille ne t'utilise pas comme un portefeuille. La famille ne rit pas pendant que tu es humilié devant la moitié du quartier. La famille ne commet pas de fraude en ton nom en s'attendant à ce que tu l'acceptes sans rien dire. Corinne s'avança, ses yeux se posant sur les gens qui regardaient depuis leur jardin. Es-tu obligé de faire une scène? Oui, dis-je sèchement. Parce que vous n'avez eu aucun problème à en faire une quand ça vous arrangeait. Théo marmonna à voix basse, incroyable. Je me tournai vers lui. Tu as raison. C'est incroyable que j'ai laissé ça durer aussi longtemps. La voix de papa baissa, prenant ce ton calme et dangereux qu'il utilisait quand il pensait pouvoir encore m'intimider. Si tu nous laisses tomber, tu ne seras plus rien pour nous. Je souris, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Alors je ne serai rien pour vous et tout pour moi-même. Je reculai vers la porte, mais avant d'entrer, je sortis l'avis de saisie imprimé de mon dossier et le tins en l'air pour qu'ils puissent tous le voir. Ça, dis-je, ma voix fendant l'air, c'est ce qui arrive quand la personne que vous avez vidée cesse enfin de saigner pour vous. Et puis je le laissai tomber sur le porche, à leurs pieds. La porte se referma derrière moi avec un clic solide et satisfaisant. À travers les stores, je les regardais rester là, papa figé, Corinne jetant un coup d'œil aux escaliers des voisins, Théo donnant un coup de pied dans le papier comme s'il pouvait le mordre. Ils partirent sans un mot de plus. Ce soir-là, je postais une seule ligne vague sur mes propres réseaux sociaux, parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est la chance de se débrouiller seul. Les commentaires affluèrent. Des gens me demandant si j'avais enfin déménagé, me félicitant pour ma nouvelle maison, m'envoyant des messages de soutien. Pas une seule fois je ne les nommais. Je n'en avais pas besoin, car la vérité, c'est que leur chute n'était plus mon histoire à raconter. C'était la leur, à vivre. Et j'étais enfin libre de vivre la mienne.